Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous en ce mardi 4 novembre 2025. 4 novembre, Gilles, ça me rappelle le lancement de Canal+, il y a 41 ans, je crois, en 1984. C'était un 4 novembre. Comment vas-tu? Je vais bien, je te remercie. J'espère qu'il en est de même pour toi et pour tous nos invités, puisque on sort de la tambouille en s'essuyant les mains. C'est vrai, c'est vrai. Invité, alors pas encore, hein, mais en tout cas, vous êtes nombreux, les soutiens Patreon, à avoir reçu un lien exclusif, hein, puisqu'on est le premier mardi du mois. C'est notre épisode interactif dans A-Week. Vous avez la possibilité, grâce à ce player spécial avec lequel vous nous suivez pendant ce direct, d'appuyer sur le bouton rouge sous la fenêtre du player. Il faut être sur Mac et, si possible, pas sur Safari, qui n'est pas complètement compatible, je le précise. Donc, ce bouton rouge, vous appuyez dessus et nous, on a une petite alerte qui nous dit que vous avez envie de parler. Et donc, on vous prendra en visio avec nous, quel que soit le sujet. Si un des sujets vous intéresse, vous interpelle, si vous avez des questions à nous poser, si vous avez des réactions, n'hésitez pas. Voilà, on sera en stand-by, hein, pendant tout l'épisode, si l'un ou l'une d'entre vous a envie de nous rejoindre. On n'est que deux ce soir avec Gilles, justement pour vous laisser le maximum de place. Vous êtes aussi avec nous dans le chat et je vois les fidèles, les habitués sont là. Didier, Mike, Corinne, Nicolas, Julien, Théo, Phoenix Revenge, etc., etc. On est à votre écoute. Merci de votre fidélité à iWeek. Gilles, on démarre tout de suite avec notre retour sur un beau bébé cette semaine, puisque c'est la suite des release candidates de la semaine dernière. Les versions 26.1 des OS sont arrivées ce lundi, donc il y a 24 heures grosso modo. On va pas vous refaire tout le détail, mais peut-être s'arrêter pour chacun des OS sur au moins une des nouveautés qui vaut la peine de faire ces mises à jour. Est-ce que tu veux qu'on démarre par iOS 26.1, mon Gilou? Oui, avec plaisir, d'autant que j'ai une petit compte à régler, une petite vengeance mesquine. Ah, Dans la mesure où il y a 3 semaines, j'avais suggéré que cette transparence qui était parfois gênante et qui, moi, me gêne pour aller vite, les icônes sont quand même moins lisibles sur tout l'ensemble des OS Apple, et c'est également le cas sur l'iPhone. Moi, on peut désormais faire varier la transparence des icônes pour les rendre de plus ou moins lisibles en fonction de son acuité visuelle. On peut opacifier l'interface, en fait, hein, les glaces. Ouais. Et c'est une hypothèse que j'avais soulevée quand Fabrice avait dit que lui avait beaucoup de mal, et je le comprends d'autant mieux que j'étais pas très à l'aise non plus aussi. Et tu avais dit que ils avaient autre chose à faire et que c'était pas évident. Or, c'est d'autant plus le cas et qu'ils avaient suffisamment de puissance processeur pour faire ça, que Apple s'est débrouillé il y a maintenant 20 ans pour faire la même chose avec les icônes du dock de macOS 10 en faisant varier, si l'on veut, leur taille au fur et à mesure qu'on passe on fait passer la souris dessus, et on a eu accès à la taille de ce grossissement. Donc, je me doutais que ça arriverait, et c'est arrivé. Voilà, c'est une la petite vengeance. Tu vois. Ouais, dans le bêta, dans les réglages de Liquid Glass, vous avez désormais deux options, en gros transparent ou teinté. L'option teintée vous permet de supprimer une bonne partie de la transparence qui pose problème à beaucoup, et on va dire que c'est quand même un peu de l'ADN de Liquid Glass qui s'en va avec cette option, Gilles. Hein. Oui, on est au moins dans le... Bon, Jonathan Ive est parti, mais
on était quand même dans le maximalisme du design. Encore une fois, il restait des choses. Là, on revient à des choses plus utilisables et plus dans la vie de tous les jours des vrais gens, comme dit Fabrice. Bon, je m'adresse à tous ceux qui nous suivent et qui sont dans le chat. Dites-nous si vous avez fait ces mises à jour, hein. Elles ont à peu près 24 heures, donc peut-être que la plupart d'entre vous y sont déjà passés. Moi, j'avoue que j'attends toujours un petit peu avant de faire les mises à jour. 48 heures, je suis les conseils d'Elie, à qui on envoie une bise, ainsi qu'à Fabrice et à François Le Truédic. Dites-nous si vous avez fait ces mises à jour, lesquelles. Et évidemment, si vous trouvez qu'elles valent le coup, il y a aussi pas mal de mises à jour de sécurité qui sont pas forcément visibles. On en dira peut-être un mot tout à l'heure. Sur iOS 26 points, toujours, Gilles. Alors moi, il y a une petite nouveauté que je trouve pas si anodine que ça. C'est les alarmes sur votre iPhone. Jusqu'à maintenant, vous savez, il y avait 2 boutons qui étaient assez identiques pour arrêter l'alarme, c'est-à-dire la désactiver ou gagner quelques minutes de sommeil en plus avant qu'elle ne ressonne. Et beaucoup reprochaient à Apple, en fait, avec ces 2 boutons très similaires, de désactiver l'alarme alors qu'ils voulaient juste repartir pour quelques minutes de sommeil et donc de s'être endormi, d'avoir raté des rendez-vous, etc. Donc maintenant, les 2 boutons sont très différents. Pour que l'alarme revienne au bout de quelques minutes, il y a vraiment un bouton, comme jusqu'à maintenant, on appuie dessus et l'alarme s'arrête et repart de plus belle au bout de 5 à 10 minutes, je crois. Et en dessous, le bouton pour désactiver l'alarme, pour ne plus qu'elle sonne du tout, c'est vraiment un bouton qu'il faut slider, comme les boutons de déverrouillage. Et donc, il y a moins de risques que vous ratiez un rendez-vous et que vous fassiez une grasse mat malgré vous. Bon, il y a plusieurs autres nouveautés qui concernent notamment les lancements inopinés de l'application appareil photo depuis l'écran de verrouillage, etc. Bon, c'est globalement une mise à jour qui change pas la face du monde, mais qui vaut le coup d'être faite, Gilles. Oui, d'autant on en parlera tout à l'heure, hein, il y a un certain nombre comme à chaque fois, de bouchage de trous de sécurité pour éviter que le navire ne prie l'eau. Donc, faites-la quand on s'assure que la peinture est sèche. Bon, on reparlera d'Apple Intelligence tout à l'heure, hein. Ce sera notre dossier de la semaine. On parlera de l'année 2026 et des espoirs qu'on a. Il faudrait mieux que ces espoirs soient pas déçus en 2026 autour de l'IA d'Apple. L'une des nouveautés quand même de ces versions 26.1, c'est l'ajout de nouvelles langues pour Apple Intelligence. Le chinois traditionnel, le danois, le hollandais, le norvégien, le suédois, le portugais, le vietnamien et le turc. Voilà, ça fait quand même un certain nombre de pays dans lesquels Apple Intelligence devient accessible. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. On passe est-ce qu'il y a un autre OS dont tu veux parler, Gilles? Je te laisse faire ton marché. Sur iPadOS, la possibilité d'avoir une fenêtre supplémentaire en transparence qui est de retour. Et je vais me faire engueuler parce que je n'ai plus le nom. Mais c'était quand même bien pratique pour non. le slide over, oui. Ouais. Et c'est quand même assez pratique pour un device, une plateforme où on a tendance à manquer de place dans la mesure où la fenêtre de travail était avec une seule application, et soit on a plusieurs devices, un iPhone à côté ou l'iPad étant fait fonction d'espace de travail, d'affichage supplémentaire avec un Mac en device principal, mais là, pour quelqu'un qui est en mobilité et qui n'a que son iPad sous la main, c'est quand même beaucoup plus pratique à mon sens.
bon, vous êtes en train de nous faire parvenir vos messages, vos retours d'expérience après ces mises à jour, ces dernières heures. On va y revenir dans un instant. Du côté de tvOS, watchOS, visionOS, HomePod, Gilles, est-ce qu'il y a des choses particulières à, à préciser? Et le retour nos amis en ont souligné le retour des automatisations euh, sur tout ce qui est home device, la possibilité de les modifier, et c'est bienvenu parce que c'est devenu quelque chose du quotidien. C'était fait pour ça d'ailleurs. Et si Apple a des ambitions pour euh, Apple Home ou Home pour les mois et les années qui viennent, il faut absolument qu'il recale tout ce qui ne va pas avant d'attaquer une page neuve. Ouais, on verra tout à l'heure que ça devrait bouger, hein, autour de mars-avril. Hein, pour toute la domotique chez Apple, il y a de grosses manœuvres qui se préparent. Je précise que sur Apple TV, avec tvOS 26.1, vous bénéficiez, si vous le voyez comme un cadeau, en tout cas du design Liquid Glass, uniquement à partir de la deuxième génération d'Apple TV 4K. Petite précision, ne cherchez pas cette nouvelle interface. Si vous êtes sur un modèle plus ancien, vous ne l'aurez pas. Peut-être du côté de Vision OS, Gilles, on peut noter l'arrivée d'une appli Vision Pro sur iPad. Oui, mais moi je ne l'ai pas vu, donc je vais te laisser en parler. Ouais, moi non plus, mais c'est donc cette appli qui pour l'instant existait sur iPhone, qui permet de reproduire le contenu de ce qu'on voit dans le masque. Jusqu'à maintenant, on pouvait le faire sur un iPhone. Désormais, grâce à AirPlay, c'est donc aussi possible sur un iPad, grâce à donc une app Vision Pro qui est désormais dispo sur iPad et qui permet notamment d'afficher la galerie d'images prises au format Apple, comment on dit, spatial, pas spatial photo, enfin, ou spatial vidéo. Donc voilà, cette nouvelle appli sur iPad native Vision Pro. Je regarde dans la suite de notre conducteur Gilles si on a autre chose à mentionner pour nos amis. On n'a pas parlé de la version 26 points de macOS Tao. Est-ce que tu as des choses particulières à évoquer? Et donc, c'était aussi mon trou dans la raquette dans la mesure où j'étais avec Il y a quand même quelque chose de notable. C'est le remplacement de l'icône du disque dur par une icône de SSD. Mais je l'ai depuis ah bon? Depuis un petit moment, ça. Ah bon? Il me semble. Je croyais que c'était nouveau depuis la 26.1. Bah écoute, alors, si tu l'avais déjà. Ok. L'icône de l'appli Apple TV aussi a évolué, mais ça vous le saviez déjà. Bon, écoute, pas plus de choses à mettre en avant. Il y a du nouveau quand même du côté d'Apple Intelligence, si je ne me trompe pas. Alors ça vaut pour macOS, mais aussi pour iOS et iPadOS, puisque Apple a ajouté le support de MCP, qui est un standard ouvert développé par Anthropic. Donc Anthropic, l'un des grands acteurs de l'IA, hein, éditeur de Claude. Voilà, j'avoue que je n'ai pas plus de détails sur ce que ça permet de faire, mais c'est évidemment en lien avec Apple Intelligence, si
Vous en savez plus dans le chat, vous êtes les bienvenus. Je me tourne vers les messages. Ouais. Ça permet, Apple a une grande histoire commune avec le monde du logiciel libre et donc des standards ouverts. C'est ce qui a permis à Apple d'intégrer les OS précédents à ces nouvelles interfaces de développeurs avec LLVM. Et donc, cette possibilité de pouvoir travailler avec des standards ouverts ajoute en plus la possibilité d'accueillir sur sa plateforme des développeurs de mondes différents. Apple étant la seule plateforme qui peut accueillir les 3 principaux OS du marché, macOS, Linux et Microsoft à travers la virtualisation. Donc c'est dans ce sens-là que je l'analyse. Ouais. Ok. Et puis une dernière précision concernant les mises à jour, si vous n'êtes pas passé à macOS Tao, donc macOS 26, Apple a aussi sorti les mises à jour 15.7.2 de Sequoia et 14.8.2 de Sonoma, avec notamment la correction d'un certain nombre de failles de sécurité. Et donc c'est particulièrement important que vous fassiez ces mises à jour si vous êtes sur des systèmes plus anciens. Gilles, je te propose qu'on passe à l'événement de la semaine. Alors, événement prévisible, hein, c'était le 30 octobre, la semaine dernière. L'annonce des résultats trimestriels d'Apple pour le 4e trimestre fiscal 2025, correspondant donc au 3e trimestre de l'année civile, clos le 27 septembre 2025, si je ne me trompe pas. Et c'est encore des chiffres assez extraordinaires avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 102 milliards de dollars, donc en 3 mois, 8% d'augmentation d'une année sur l'autre, 27 milliards et demi de dollars de bénéfices. Si on prend les catégories qui augmentent le plus, le Mac s'en sort quand même très bien, et j'imagine que c'est lié aux dernières annonces avec 13% d'augmentation des résultats du Mac d'une année sur l'autre. Excellent trimestre aussi pour les services qui grimpent encore de 15%. Voilà, en valeur, ça donne presque 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires rien que pour l'iPhone, qui lui grimpe de 6%. Et forcément, l'iPhone 17 et l'iPhone Air ont joué un rôle dans ces chiffres, mais assez faible, puisque en fait, il y a eu que 8 jours dans ce trimestre entre la date de sortie des nouveaux iPhones et la clôture de l'exercice pour ce trimestre. Qu'est-ce que tu retiens, Gilles, toi, de ces chiffres, de ces annonces, de ces résultats? L'iPhone 17, il fait mieux que l'iPhone 16 qui était déjà un gros succès. Et puis le petit trou d'air pour l'iPhone du même nom, qui apparemment ne se comporte pas aussi bien que Apple aurait pu l'espérer. Et étonnamment, apparemment, Tim Cook n'en a rien dit. Et ce qui est un peu... Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Alors, il a... qu'ils disent... il va pas... il donne pas le détail, tu sais bien. Oui, mais ce qui est dit, c'est que l'iPhone Air ne se vend pas... C'est pas satisfaisant de la même manière que l'iPhone mini. Il y a un problème avec ce secteur du marché, cette fragmentation de l'offre
qui ne donne pas. On avait dit que c'était pour donner quelque chose plus adapté à une fraction du public de l'iPhone Pro qui se précipitait à chaque sortie sur le nouveau modèle. Et même s'il y a des gens qui le trouvent très très bien, comme je vais encore une fois citer Fabrice, il ne le recommande à personne, ce qui est quand même paradoxal. C'est bien ce qu'il nous a dit. Mais non, mais le problème de l'iPhone Air, on va pas refaire le test. C'est pas l'iPhone Air en lui-même, c'est son prix. À 1200 euros, personne ne le conseille. À 800, si. Voilà. Or, on commence à payer à 800 euros parce que sans doute le niveau des ventes fait qu'il commence à être vraiment bradé. C'est quand même un tiers du prix en moins. Alors, pas chez Apple, mais dans beaucoup d'autres points de vente. Ils n'ont pas bougé ils ne bougent pas le petit doigt sans l'autorisation d'Apple, de toute façon. Oui, mais je veux dire, on trouve aujourd'hui à 400 euros de moins que les 1229 euros de son prix officiel. Et pour des iPhone Air neufs. Donc, le problème, c'est pas l'iPhone Air en lui-même, c'est son prix, c'est son positionnement. Bon, bref, on est quand même sur un trimestre pas si mauvais pour l'iPhone, plus 6%. Le Mac donc se porte bien. Les wearables, donc tout ce qui est AirPods, Apple Watch, etc., est relativement stable, à 9 milliards de dollars de bénéfices. En revanche, alors qu'ils avaient tendance à piquer du nez un peu ces trimestres derniers. Alors, il y a quand même eu les AirPods Pro 3 qui sont sortis, qui sont, je pense, un gros carton, même si Apple donne pas de chiffres. Mais le segment n'était pas le plus vaillant de toute l'offre d'Apple. Ouais. Et puis les services, on est quasiment maintenant à 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires en un trimestre. C'est monstrueux. Voilà, c'est une réalité et c'est une des raisons pour lesquelles Apple met le paquet sur ses services. On reparlera tout à l'heure du petit rebranding d'Apple One notamment. Et puis on se dirige maintenant, Gilles, vers la période des fêtes, puisqu'on est le début novembre et donc Noël c'est à la fin du mois prochain. Et Tim Cook l'a laissé entendre pendant la conférence téléphonique d'annonce des résultats trimestriels. Ils sont quand même très optimistes sur la période des fêtes, donc entre maintenant et la fin du mois de décembre. Oui, idéalement avant le 3e vendredi de novembre pour le Black Friday. On va pas répéter l'histoire, mais c'est cette folie consumériste où les Américains profitent des périodes cette période off où tout le monde est en vacances pour pouvoir faire leurs courses de Noël et qui dit quelque chose de la tendance des fêtes. Donc tout le monde veut absolument être le plus sexy possible à ce moment-là. Donc soit il y a de la nouveauté, soit il y a des prix, et parfois il y a les deux. Ce qu'on appelle la holiday season, ça va donc du Black Friday à Noël et à la fin du mois de décembre. Donc le Black Friday, cette année, ce sera le 28 novembre, donc dans 3 semaines et des poussières. Et donc il y a ce gros mois qui est le mois des achats de Noël, effectivement, où Apple est assez optimiste, puisqu'on parle, si je ne me trompe pas, d'un trimestre potentiel, donc le prochain trimestre, à 140 milliards de dollars, sachant que ce mois-ci, on était à, je l'ai dit tout à l'heure, 103, si je ne me trompe pas. J'ai regardé pour l'historique de
de ce que Apple pourrait gagner au début des années 2000. En 2000, juste il y a 25 ans. Là, on est à plus de 100 milliards de chiffre d'affaires pour le trimestre. Le trimestre correspondant en 2000, c'était 1 milliard et des ouettes. Et oui, Apple a changé de dimension en 25 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Non, et c'est pour ça que ça met les éclichants avec elle. Avec elle? La pomme. Ah, je te comprends. Bon, un petit rappel, alors pas pour ceux qui parmi vous sont déjà au nombre de nos soutiens sur patreon.com/iweek, l'occasion de vous rappeler que en allant sur ce site, cette page, vous aurez l'occasion de rejoindre la communauté, de profiter comme tous nos amis ce soir qui sont là dans le chat, mais un chat un peu particulier. Vous êtes toujours les bienvenus pour passer une tête. Vous recevrez donc pour le premier mardi du mois un lien qui vous permettra, si vous le souhaitez, de participer en visio, comme c'est possible là aujourd'hui à l'épisode du jour. Et puis vous aurez aussi accès à nos bonus exclusifs de fin d'épisode. Alors c'est vrai que certaines semaines, ces derniers temps, on n'a pas pu les faire parce que les épisodes étaient très longs à cause de l'actu. Donc, il y a eu quelques semaines où on a zappé les bonus, mais vous avez toutes les archives, évidemment, des bonus d'iWeek aussi à rattraper si vous rejoignez notre communauté dès maintenant. Merci de votre soutien, merci de nous aider à continuer l'aventure iWeek. Ça se passe sur donc patreon.com/iWeek. Un grand merci à tous pour votre fidélité. Je vois une question de Zuber dans le chat. Alors une rumeur sur Apple qui ferait payer les services santé. Il me demande ce qu'on en pense. Moi, j'ai pas entendu ça. J'ai pas entendu ça, mais je serais pas autrement étonné si c'était le cas. Je n'y crois pas beaucoup. Pour moi, non, ça fait pas. Alors ça dépend à quoi tu fais référence. Peut-être à de nouveaux prochains services qui sont pas encore annoncés. En tout cas, les services existants. Tu as le suivi du rythme cardiaque, les alertes de l'Apple Watch. Je vois pas Apple dire à partir de maintenant c'est payant. Si vous ne payez pas, vous ne serez plus alerté. Ça me semble pas du tout envisageable. Je vois une possibilité qui serait de les mettre de jouer les intermédiaires avec soit des hôpitaux, soit des praticiens, etc. Coach santé, voilà, c'est ça. Un coach santé dopé à l'IA, dit Mike. Bah, je sais pas. Comme Fitness Plus, ça serait Healthcare Plus. J'en sais rien. Moi non plus. J'ai pas d'avis. J'avoue que j'ai pas d'avis. Tant qu'on sait pas quoi, c'est difficile. Ça serait pas bon en termes d'image, en tout cas. Hein. Non, je crois pas que ce soit ça. Non. C'est trop tôt on sait trop peu de choses pour avoir enfin, moi, j'ai pas d'avis là. Je crois pas beaucoup. Mais peut-être sur des services de niche, peut-être. Peut-être. Peut-être si un jour l'Apple Watch permet de suivre la glycémie, peut-être qu'il y aura un forfait particulier. Je sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Ok. Eh ben, on en reparle. On suit. De toute façon, on va se tenir au courant et on en reparlera. C'est promis. On passe à notre info de la semaine. Alors, c'est pas vraiment une info, en fait, Gilles, pour ne rien te cacher. C'est plutôt une question que j'ai envie de te poser. Est-ce que 2026 va être enfin la grande année de l'intelligence artificielle chez Apple? Je te pose la question parce qu'il y a quelques jours, lors de cette annonce des résultats trimestriels, Tim Cook, je cite, a dit ça. Il a dit on est très impatient que
le nouveau Siri plus personnalisé soit là. On fait des progrès, on fait de bons progrès autour de Siri. Et comme on l'a déjà évoqué, on espère, on s'attend à le sortir l'année prochaine. Je sais pas si tu vois déjà voilà, la part d'incertitude. Déjà, l'année prochaine, c'est super flou. Ils n'ont pas dit quand. Ils n'ont pas dit quand. Voilà. Alors, c'est là où le calendrier est intéressant, Gilles. Et c'est là où c'est intéressant qu'on parle de ce sujet-là, parce que on est fin 2025 et il devrait se passer des choses majeures autour d'Apple Intelligence à partir du printemps. Et tout ça est aussi lié au projet d'Apple autour de la domotique, dont certains d'entre vous ont commencé à parler dans le chat. On sait que les projets d'Apple autour de la domotique ne peuvent pas se passer d'Apple Intelligence et notamment du nouveau Siri. Donc tout ça est lié. Apple Intelligence a plutôt bloqué le reste qu'autre chose depuis un peu plus d'un an. Est-ce que tu crois que 2026 va enfin être un peu la délivrance pour nous tous, à la fois en tant qu'utilisateurs et aussi soucieux de l'avenir d'Apple et de l'image que l'entreprise donne, etc. Je sais que tu n'aimes pas cette idée, mais on est quand même beaucoup à penser qu'il patauge dans la semoule depuis un moment. Il y a des retards à l'allumage, ça me paraît évident quand même. Ah, tu le reconnais. Non, oui. On a commencé à parler de ça il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il n'y avait pas le Cholac, comme disent nos amis suisses. Ouais. Là, ça commence à durer un peu et l'accouchement est un peu difficile, quoi. C'est alors, ce qui est étonnant, c'est que alors c'est vrai, il y a un modèle qui est particulier. On fait en interne, on fait en local sur au niveau du client le maximum de choses et on ne va chercher le serveur que dans les cas où c'est le plus nécessaire et tout en s'efforçant de préserver la confidentialité du questionnement et en étant éthique par rapport à l'entraînement des modèles, ce qui fait beaucoup de contraintes, mais quand même, ça fait... il y a beaucoup d'entraves et de présupposés, de prérequis avant de se mettre à travailler, mais ça prend beaucoup de temps par rapport aux autres qui avancent. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un peu, oui, voilà. Est-ce qu'on peut imaginer un peu le calendrier, Gilles, parce que ça fait plusieurs mois qu'on sait de manière assez certaine que la situation devrait se débloquer avec les versions 26.4 des OS, sachant que la version 26.1 vient de sortir. Il y a donc encore 2 mises à jour intermédiaires, la .2 et la .3, qui vont arriver cet hiver. Et puis cette fameuse .4 qui est attendue, si tout va bien, autour du mois d'avril. Oui, et tu connais la chanson de Simon & Garfunkel, on commence à danser comme chez Will, le titre de Simon & Garfunkel qui était dans le film Le Lauréat, The Graduate. Alors c'est quoi là? Rappelle-moi. Et puis comme chez Will, et puis May she will stay, June she change her tune, et puis elle meurt à l'automne et un grand amour a vécu. En fait, c'est la conclusion de la chanson. Super. Donc, ouais, la mélodie est très, très, très chouette à la guitare folk, mais cette histoire de mise à disposition en avril ne te rappelle rien? Bah si, c'est déjà arrivé. Oui, c'est arrivé.
Bah, Apple Intelligence tout court est arrivé en avril, si je me souviens bien. Voilà, c'est pour pouvoir travailler ensuite avec les développeurs pour pouvoir proposer quelque chose de plus conséquent ensuite en juin. Maintenant, Je comprends pas trop le principe parce que à partir du moment où l'OS sort en avril, il y a eu les bêtas avant, donc en juin, on est déjà sur la suite. De la même manière que là, comme oui, Arnaud mais nous le dit dans le chat, la version bêta 1 de la 26.2 euh, est dispo depuis quelques instants pour les développeurs. oui, ça permet d'optimiser et de finaliser les options qui ont été prises en amont pour la version suivante de l'OS, c'est-à-dire Hmm. iOS 27. Ok, bon, alors déjà, commençons par détailler ce qui devrait se passer avec la 26.4 au mois d'avril, Gilles. En fait, il y a trois grosses nouveautés manquantes aujourd'hui d'Apple Intelligence qui devraient enfin arriver avec cette 26.4. La première nouveauté, qu'on attend quand même depuis la WDC 2024, hein, ça fait 1 an et demi, c'est le fait que Apple Intelligence ait conscience de ce qui est affiché à l'écran. C'est-à-dire que l'IA d'Apple sait ce que vous avez sous les yeux, ce que vous regardez, ce qui est affiché. La deuxième fonction essentielle, c'est le contexte personnel. C'est-à-dire que Siri, en fait, va construire va tisser des liens et garder la mémoire de votre usage de votre iPhone. Il va vous construire une sorte de personnalité au fil du temps et ça va l'aider évidemment à raffiner ses réponses et à mieux comprendre vos questions. Et puis le troisième aspect, très important, c'est la capacité que va avoir l'intelligence artificielle d'Apple d'agir et d'agir directement sur certaines applications pour répondre aux demandes que vous effectuerez. Voilà, ce sera plus seulement une IA passive, elle deviendra active. Ça, c'est ce qui doit arriver au mois d'avril, et donc on comprend mieux pourquoi cette IA enfin en tout cas cette version d'Apple Intelligence est indispensable pour le fameux Apple Hub ou Apple Home, ce hub domotique qui serait soit euh, fixé au mur, soit posé sur une table avec ses haut-parleurs. Euh, il a besoin de ce niveau d'Apple Intelligence pour pouvoir fonctionner. Donc la sortie de ce Apple Home Web et son annonce serait liée aussi à l'arrivée de la 26.4. Donc tout ça, selon Mark Gurman, hein, c'est lui qui construit ce calendrier, tout ça aurait lieu autour de mars, avril, mai, grosso modo. Est-ce que c'est une perspective excitante pour toi, Gilles? Oui, mais c'est comme un nouveau date avec la fille du lycée que t'as et, euh, et avec laquelle tu as déjà eu une mauvaise surprise. Dans la On mesure veut pas où savoir laquelle. nous autres Européens avons quand même pris un gros vent avec la précédente version, dans la mesure où on nous a dit, désolé les gars, mais votre maman ou votre papa est trop méchant avec nous, avec moi, et donc désolé, c'est pas pour toi, quoi, c'est pas pour vous. Ouais, ouais. C'est un peu de cet ordre-là. Or, est-ce que l'intégration récente de une bonne poignée, hein, une bonne louche même de langues européennes à la reconnaissance d'Apple euh, fait et de bon augure dans les différents les différentes annonces de tout à l'heure est une marque de confiance
d'Apple dans la possibilité de régler ces différends avec différents réglementaires avec Apple et pouvoir aller plus loin de façon plus confiante, on va voir. Mais il est également possible que les Européens restent le bec dans l'eau. Juste précision parce que Zuber dans le chat me pousse à la faire. Apple Intelligence et le nouveau Siri, c'est deux projets différents, mais qui sont quand même proches. Voilà. Siri étant l'interface utilisateur. En fait, le bras armé, et ensuite, derrière, il y a toute la mécanique, l'équivalent de macOS 10, ou de macOS quand le Mac est sorti. Ouais. Alors, sur la partie Siri, donc Tim Cook l'a évoqué pendant les résultats trimestriels, la conférence téléphonique. Il assure qu'Apple avance, fait des progrès, que la sortie est toujours prévue l'année prochaine. Je trouve que ça reste quand même très vague. J'ai l'impression qu'il se donne une grosse marge. On sait que pour Apple, vraiment, quand ils disent l'automne, c'est l'automne au sens des saisons, c'est-à-dire on sait que le dernier jour possible de l'annonce, c'est le dernier jour de l'automne, voilà. Et quand Tim Cook dit l'année prochaine, ça peut potentiellement être le 31 décembre. Bon, évidemment, on souhaite que ce soit pas le 31 décembre. Il va se passer beaucoup de choses au mois d'avril. Et puis, comme tu le disais, Gilles, effectivement, il y aura sans doute une nouvelle salle d'annonce au moment de la WDC début juin, où là, Apple va lever le voile sur les versions 27 des OS, donc iOS 27, macOS 27, etc. Avec sans doute de nouvelles fonctions d'Apple Intelligence qui supposent que les fonctions annoncées et promises en 2024 seront intégrées. Et je pense aussi bien aux fonctions d'Apple Intelligence qu'au nouveau Siri. Ils auront regardé comment ça fonctionne avec un retour utilisateur suffisamment conséquent avec leur base installée relativement énorme maintenant. Et c'est pour ça que tout ça doit avoir lieu avant la WDC. C'est ça. Hein? Donc au plus tard, au mois de mai. Enfin, vraiment, ce serait déjà vraiment extrême limite. D'où la 26.4, d'où cette logique. Du côté de Siri, on sait qu'Apple s'intéresse de près à intégrer la technologie de Google, hein. Même si Apple développe son propre LLM in-house, comme on dit, a priori, toujours selon Mark Gurman, le moteur des nouveautés qui seront apportées par la 26.4, ce sera essentiellement sur la base de Gemini, donc l'IA de Google. Est-ce que c'est pas décevant? Alors, je sais pas quoi en penser finalement. Est-ce que c'est pas le plan B ou le plan C d'Apple finalement sur lequel ils se rabattent parce qu'ils, comme un aveu d'impuissance en interne? Ça fait un moment qu'ils annoncent ce type de possibilités. Et toujours pareil, quand j'ai regardé les communiqués d'Apple, parce que je bossais sur cette histoire de stock option de Steve, on en reparlera sans doute un peu plus tard. J'ai vu à quel point ils ont pu s'appuyer au début de macOS 10, c'est-à-dire les années 2000, 2001, 2002, etc. Ils ont pu s'appuyer sur des technologies éprouvées en s'appuyant sur des partenariats avec des sociétés qui les avaient développées. Alors, ils n'avaient pas la taille énorme qu'ils ont maintenant, mais ça restait quand même Apple avec un chiffre d'affaires trimestriel de plus d'1 milliard de dollars. Donc, il n'est pas... Un milliard. C'est un milliard. 1 milliard. À l'époque, c'était quand même beaucoup. Ah oui, oui. Et donc, il n'est pas étonnant non plus que s'ils savent pas faire, ils apprennent. Et
euh, ils essaient de monter en puissance de leur côté, d'autant que on a parlé longtemps d'un moteur de recherche Apple face à Google. Ils ont continué à utiliser Google et d'autres Google Search et d'autres moteurs de recherche de leur côté parce que ils sont pas sentis de le faire. Je veux pas les défendre à tout craint, mais quand tu sais pas faire, tu te débrouilles pour faire avec quelqu'un d'autre. C'est pas. Ouais, je suis d'accord, d'accord. Maintenant, c'est vrai que Gemini est au cœur de l'IA de Samsung déjà sur les Galaxy, donc je trouve ça curieux qu'ils aient le même partenaire, voilà. Et puis Gemini a souvent été pris un peu en flagrant délit de non-respect des données personnelles, etc. Donc on sait que là-dessus Apple est hyper touchy, donc je sais pas trop comment l'intégration va pouvoir réussir. Mais bon, On peut peut-être tout ça dans réfléchir l'air va être confirmé évidemment. Ouais. On peut réfléchir aussi avec une autre analogie qui était celle des processeurs, où Apple a des processeurs, où Apple a longtemps fonctionné avec ses propres processeurs, les PowerPC, qui étaient développés en partenariat avec l'ancien ennemi héréditaire qui était IBM et puis Motorola. Et puis ensuite, ça a été uniquement IBM avec le G5, le 970, etc. Et puis, il est arrivé un moment où Apple a utilisé le processeur Intel, qui était fabriqué par également pour d'autres constructeurs, et chaque version était optimisée pour chaque constructeur avec ses spécificités et des cartes mères qui étaient également fabriquées un petit peu de façon personnalisée. Donc, ouais. Non, mais ce sera bien sûr, ce sera, et Zuber le dit dans le chat, hein, ce sera probablement un Gemini cloisonné, comme il dit, mais bon, je suis un peu réservé. Je ne sais pas. Il y a aussi toujours les options, effectivement, autour d'Anthropic ou de Perplexity, mais les rumeurs de rachat ont beaucoup diminué, les valeurs de ces boîtes ont explosé. C'est moins une hypothèse qu'il y a 6 mois ou un an, je trouve. Donc, et les Européens ne laisseront plus faire. Ouais. Et puis, il y a aussi ces enjeux-là, évidemment. Je te propose, Gilles, qu'on passe au JT de la semaine. On a pas mal de news aussi à voir avec vous. On va commencer par le retour de cette rumeur, qui, à mon avis, est tout à fait fondée. Hein. C'est plus une info en avance. Ce fameux MacBook à processeur d'iPhone, l'objectif pour Apple, c'est de sortir un nouveau modèle très bon marché. On parle désormais potentiellement d'un Mac portable à moins de $600. Donc une sorte de MacBook Air Lite, d'une certaine manière. Alors avec des composants évidemment choisis pour faire baisser les prix. Donc on serait sur un simple écran LCD, pas forcément le top du top, un processeur d'iPhone, et là on parle du A18 Pro, et ça permettrait de positionner ce MacBook au niveau du prix proposé aujourd'hui pour le MacBook Air M1, donc qui n'est pas encore tout à fait sorti du catalogue, il est toujours là, et il est assez souvent, on le trouve assez souvent autour de, je crois, $600 ou $649 aux États-Unis. Alors c'est des prix hors taxes, donc en Europe et en France, il faut ajouter la TVA. On serait peut-être autour de 750 €, 720 €. Enfin, vous voyez le prix pour un Mac portable, ce serait assez révolutionnaire.
On est toujours sur une sortie potentielle premier semestre de l'année prochaine, Gilles. On parle d'un début de production en cours pour ce MacBook. Ça voudrait dire janvier ou février, sachant que mars est le début des achats du marché de l'éducation pour les grands comptes aux États-Unis. Donc ça voudrait dire à ce prix-là que Apple a décidé d'attaquer le marché de l'éducation et ce qu'on appelle le K12, c'est-à-dire avant la fac, à la baramine, et il s'attaquait au Chromebook. Mais c'est également un aveu d'échec sur au chapitre de l'iPad qui n'a jamais pu s'imposer du coup durablement sur ce marché-là. Ouais. Alors, Mark Gurman fait le parallèle entre le prix du Mac Mini, le Mac Mini M4, qui démarre à $599, et le premier portable, Mac, qui lui est plus à $1000. Et donc, l'objectif serait de proposer un Mac portable à un prix plus proche du Mac Mini que du MacBook Air M4 aujourd'hui. Ça me rappelle cette histoire, le E-Mac. Ouais, tu te souviens? Je savais que tu allais dire ça. Mais il avait eu, un tel succès. Il était normalement uniquement réservé au marché de l'éducation, d'où le E, au lieu du I en préfixe. Il avait eu un tel succès, une telle demande que Apple avait été obligé de le proposer au marché général. Et je me souviens d'être revenu en 2004 ou d'aller en 2004 à l'Apple Expo et de voir un gars qui revenait tout content avec un chariot, un caddie, on doit pouvoir dire caddie maintenant. Oui. Un caddie avec un iMac dedans, mais fier. Et c'était assez réjouissant, alors que le modèle était en fin de vie, mais il avait un truc, et ça avait fait, c'était un point d'entrée pour des gens qui pouvaient pas s'offrir un Mac. Ouais. Alors, je crois que ceux qui n'ont pas connu cette époque n'ont jamais vu sans doute de E-Mac. Franchement, ça doit être assez rare, assez dur à trouver aujourd'hui, parce que ça a été une. On en voit sur. On en voit. On en voit sur eBay. Et sur eBay, oui. J'allais dire sur Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin, ouais. Mais on en voit. Bon, en tout cas, voilà. Ça commence à chauffer pour ce Mac portable à processeur d'iPhone potentiellement. Fin d'hiver, printemps prochain, peut-être à un prix canon autour de 700 €. Ce serait quand même assez, une assez grosse nouvelle, on va dire, dans le paysage informatique mondial. Une nouvelle qui concerne HomeKit, Gilles. On se souvient qu'Apple avait changé d'architecture, et avait donné un délai jusque à cet automne-là pour que ceux qui utilisent de la domotique à base de HomeKit, mais HomeKit première version, fassent les mises à jour, passent à la nouvelle appli maison, etc. Et la deadline, c'était là à l'automne. Et là, ils ont gagné quelques semaines, puisque depuis la sortie des versions 26.1, on a désormais une nouvelle date et une date fixe pour l'interruption, on va dire, des services avec l'ancienne architecture. Et cette date, c'est le 10 février 2026. Et donc, voilà, novembre, décembre, vous avez encore 3 mois et quelques pour faire les mises à jour et vous assurer que votre domotique est bien à jour avec les nouveaux OS. Ça veut aussi dire, Gilles, février 2026, on sera là à la veille des annonces dont on vient de parler dans le secteur de la domotique.
C'est ça, avec tous les devices qui vont bien, les bras Ça pourrait être articulés, d'ailleurs une date d'annonce, hein, potentiellement, sans que ce soit dit. éventuellement. C'est pas, c'est pas faux. Ça sera peut-être quelque chose le 10 février 2026. Pourquoi le 10 février 2026? Quelque part, c'est une très bonne question. J'en sais rien, mais la date est presque étonnante. Mm. Ouais. Oui, c'est comme pour les embargos ou oui, c'est aussi pour donner le temps à tout un tas de gens de pouvoir mettre des choses sur la liste du Père Noël ou se les offrir pour le Black Friday avec des tarifs un peu plus abordables et pouvoir rentrer de façon moins douloureuse dans le nouvel écosystème sans qu'ils aient l'impression qu'on leur force vraiment la main, quoi. Ouais. Bon, puisqu'on parlait du MacBook à processeur d'iPhone, j'aurais pu lier les deux news, mais euh, une info supplémentaire sur le fameux MacBook Air en version écran OLED. Vous savez qu'on en a parlé ces dernières semaines. Je pensais que ce serait relativement proche, si ce n'est l'année prochaine, au plus tard l'année d'après. En fait, non, ce sera pas l'année d'après non plus. Mark Gurman pense que ce MacBook Air OLED serait pour 2028. Donc, ça veut dire dans 2 ans et demi. Donc, si vous attendez l'écran OLED sur le MacBook Air, bah, si vous avez besoin d'un MacBook Air, achetez-le et puis vous en rachèterez un quand les Oui, versions OLED seront sorties. prenez un modèle reconditionné. Hein? Oui, exactement. Voilà. Mm. Voilà. Donc voilà. C'est au moins pour dans 2 ans et demi. Et a priori, l'OLED n'est pas prévu pour l'instant sur l'iPad en queue de gamme, le modèle de base. Donc voilà. Mark Gurman apporte des précisions à la news dont on avait parlé la semaine dernière il indique aussi que pour les MacBook Pro, la mise à jour des écrans OLED se ferait plutôt à la fin de l'année 2026. Euh, alors, fin d'année 2026, sachant que les modèles M5 Pro, Pro Max, etc. vont sortir, si tout se confirme, au printemps 2025. Ouais, on est donc bien effectivement dans ce rythme de 18 mois. Printemps 2025, les versions M5 Pro et Pro Max. Fin 2026, on sera sur le M6. Et donc, arrivée de ces nouveaux écrans OLED, qui seraient sans doute synchronisés avec l'apparition des premiers écrans tactiles aussi sur les MacBook Pro. Donc, il y aurait une triple actu fin 2026 pour les MacBook Pro selon Mark Gurman. Un commentaire, mon Gilou? Ouais. Soit il s'est fait taper sur les doigts avec ces annonces que jugées trop précises et trop prématurées, avec un fléchissement des ventes, ce qui est peu probable puisque le Mac se comporte pas mal, malgré une mise à jour très partielle, juste le modèle d'entrée de gamme du MacBook Pro. Soit il y a un petit problème sur la mise au point, la disponibilité des écrans LED de nouvelle génération. Et ils sont obligés de décaler. Ok. Alors, je te pose une question choc. Est-ce que tu penses possible, envisageable, qu'Apple, pas forcément change de logo, mais en tout cas fasse évoluer son logo? Je parle Il vraiment du n'arrête, logo de la marque Apple. mais il n'arrête pas. Je t'ai envoyé un lien où Oui. vous tapez tous qui nous écoutez évolution du logo d'Apple depuis 2000 et vous allez voir, ils prennent même pour référence souvent le logo de 1996 Mm. et celui de celui à rayures, celui doit être daté de
Mais Vas-y. je parle pas des logos qui servent pour les invitations, pour les keynotes. Ça, c'est Non, non, non. logo événementiel, voilà, à durée de vie de quelques jours. Je parle vraiment du logo corporate d'Apple. Oui. Voilà. Mais Alors pourquoi, bah, écoute, je t'explique pourquoi je te pose la question. D'abord, il y a plusieurs logos qui ont changé ces derniers jours. On va y revenir. Ensuite, selon Mark Gurman toujours, dans la nuit du 11 au 12 novembre, il y a de gros changements d'aménagement prévus dans les Apple Store. Alors, ça peut être lié au début de la période des fêtes. Ce serait donc pas, il n'y aurait pas d'événement particulier. Ça pourrait être lié à l'annonce qu'on attend quand même des nouveaux Apple TV et du nouveau HomePod mini. C'est pas impossible que ce soit pour dans une semaine, donc mardi prochain. Et l'autre raison, ce serait peut-être un rebranding d'Apple en tant que tel, qui serait aussi amené par cette petite phrase sur X du compte qui a posté le nouveau jingle d'intro d'Apple TV. On dit plus Apple TV+, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Cette petite phrase, c'est « This is just the beginning ». C'est juste le commencement. Le commencement. Ça ne fait que commencer. Et on a un exemple qui traîne avec le retour du logo Apple paumé, comme on disait à l'époque, avec la pomme croquée, avec les six couleurs qui marquaient les couleurs de l'Apple II, et qui serait là, en quelque sorte, transformé en double tranche napolitaine, puisqu'il y a trois couches dans une tranche napolitaine. Là, il y en aurait 6, avec des couleurs différentes et un petit peu en relief. Mais là, tu parles du logo d'Apple One. Oui, mais ce que tu décris, c'est le logo d'Apple One, qui jusqu'à maintenant n'avait pas de logo, qui a donc enfin un logo. Et ce logo en tranche napolitaine de couleur, c'est le logo d'Apple One. Oui, mais pourquoi pas un indice pour le changement de logo corporate. Ah, bah écoute, j'espère que c'est pas ça, parce qu'il est horrible, il est atroce ce logo Apple One. Je le déteste. Ouais. Ah, franchement, j'espère que c'est pas ça. Non, mais ça, c'est Apple One. Donc, ça va rester Apple One. Et pourquoi celui-là Je sais pas, mais celui-là est vraiment moche. J'espère que ça va pas devenir le logo Apple tout court. En tout cas, puisqu'on parle de rebranding, il y a aussi le rebranding d'Apple TV. Alors, on sait que le plus disparaissait. On n'avait pas encore vu la nouvelle identité, si ce n'est avec un vague logo avec des couleurs, dégradés de couleurs à l'intérieur. Ça dure 5 secondes. Ben, je te propose qu'on regarde et qu'on écoute le nouveau jingle Apple TV que vous découvrez si vous lancez une série ou un film sur Apple TV depuis quelques heures. Voilà. Un peu à la Netflix, hein, quand même. T'as remarqué ? C'est le numéro 1, c'est le poids lourd du secteur, donc Apple est très sensible au rapport de force. Il préfère quand c'est lui qui est sur le sommet de la montagne, mais sinon, il est tout à fait capable de prendre acte de l'état du marché. Moi, je pensais à un logo qui ressemble un peu à ce qu'on voit. C'est comme s'il y avait un emporte-pièce qui avait pris tu parles de celui que je viens de te montrer ? Un logo de pomme. Non. Pardon ? Tu parles de celui que je viens de te montrer ? Non, un autre. Non. Il y a un autre logo qui traîne avec une... Comment ça qui traîne ? Sur le web, enfin sur les ce que j'ai vu là sur les liens, qui serait
comme un emporte-pièce qui aurait été pris dans l'arc-en-ciel qui est derrière toi. Mais moi, je te parle de logos officiels qui sont sortis et utilisés par Apple. Oui, mais c'est ce qui serait... il y a enfin, c'est... ça, pas à titre de rumeur, mais je l'ai vu traîner ce truc. Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est une vue de l'esprit, quelque chose Je ne sais pas, tu me parles de choses, je ne sais pas, Gilles, donc c'est Oui. compliqué. Non, il y a Pas de choses que tu ne montres pas et qui, sans me dire où tu les as vus et à qui on les doit. Donc, je l'ai vu compliqué, là. passer. J'espère que c'est comment dire, quelque chose qui ne reparaîtra plus. Un vague essai pour se faire remarquer et faire peur aux gens. Oui, faut pas trop faire attention. Rue Faire l'officier attention à d'Halloween, mais ouais. je veux bien regarder dans mes historiques, mais Zoubir nous demande de le faire passer en autodescription, le, le logo d'Apple, du service Apple TV qu'on vient de diffuser. Ah ben non, je peux pas. Enfin non, je peux pas là. Je peux pas. C'est une version que j'ai capturée, que j'ai redimensionnée, etc. Je peux pas. Je peux pas faire ça en direct comme ça. C'est pas possible. Désolé. Mm. Donc, alors j'essayais de sortir une version du logo Apple One comme ça à la volée pour l'un de vous qui me l'a demandé dans le chat, mais j'avoue que c'est très compliqué. T'envoies un lien si tu veux. Non, non, mais je peux pas en fait. C'est quoi? Je peux jouer que des images. Mm. Je suis très limité. Non, le format fichier est pas supporté, donc je peux pas. Je peux pas avec des images. Il faut que je prépare les images à l'avance. Donc, ça n'est malheureusement pas possible. Bref, enfin bon, il y a donc tout un rebranding en cours. Apple One, Apple TV, peut-être le logo Apple. Ça, c'est moi qui pose la question. Il n'y a aucun indice. Mais quand même, il y a cette soirée, cette nuit du 11 au 12 novembre dans les magasins Apple, tous les Apple Store. C'est peut-être lié juste à la saison des fêtes. C'est peut-être lié à l'arrivée d'un Apple TV nouveau et d'un HomePod mini deuxième génération ou peut-être à un rebranding global. Je ne sais pas. Je pose juste la question. Il n'a pas bougé apparemment depuis 2013. Le logo Apple tel qu'on le connaît aujourd'hui? Tel qu'on le connaît maintenant. D'accord. Ok. Ok. Si j'arrive à vous sortir le logo Apple One d'ici la fin, promis, je le sortirai. Il nous reste deux petites infos à voir ensemble, Gilles. La première, c'est pas une info anodine, c'est quand même l'App Store qui est enfin disponible en version web à l'adresse apps.apple.com. Et on se demande pourquoi Apple a mis si longtemps à proposer l'App Store en version web. Mais je ne sais pas. Honnêtement, pour des raisons de sécurité, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas traquer comme ils voulaient. Je ne sais pas non plus. C'était... honnêtement, je ne sais pas. D'accord. Non, mais je cherche pas à te piéger, hein, je te pose la question. Est-ce que c'est éventuellement pour proposer une version pour l'Apple TV? Un truc plus light? Ou pour les devices qui vont arriver? Avec un écran, tu sais, les HomePod avec écran, un truc avec un bras non pas armé, mais robotique. C'est pas... je les vois mal faire ça pour
pour boucler la boucle et avant de passer à autre chose. C'est qu'il y a forcément quelque chose de réfléchi derrière. Ok, ben écoutez, en tout cas, voilà, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour rechercher une app. On peut désormais passer par un simple navigateur web. La dernière info, c'est plus une rumeur, mais c'est la date probable de présentation des nouveaux Samsung Galaxy S26. Le S25 avait été présenté fin janvier de cette année, donc le 22 janvier. Eh bien, pour le S26, ce serait plus d'un mois plus tard, puisqu'on parle du 25 février 2026, lors d'un événement Galaxy Unpacked qui aurait lieu à San Francisco. Je sais, mon cher Gilles, que cette nouvelle te bouleverse. Oui, ça me, comment dire, rempli de patience. Mais tu as dit 26 février. Je crois qu'on avait évoqué une date en février, il y a quelques dizaines de minutes. Est-ce que 25 c'est février. 25 février. 25 février? Alors, On a parlé bien, 10 février pour la bascule vers le nouveau framework de HomeKit. Ce qui n'a pas alors, grand-chose. est-ce qu'il y a un rapport? Non, J'en sais rien. Mais non. pourquoi? Je peux te dire qu'il n'y a aucun rapport. Non, en revanche, il y a peut-être un rapport avec les annonces autour de l'iPhone que Apple prévoit de faire cet hiver. iPhone 17e. Euh, voilà. Peut-être qu'avec Samsung, de se rapprocher du lancement du 17e avec son S26. Je sais pas. J'essaie de voir est-ce qu'il est en concurrence frontale? Je crois pas. Avec cette gamme. Non, mais jusqu'à maintenant, tu sais qu'Apple avait une annonce iPhone par an, sauf quand il y avait un SE ou un 16e. On se dirige vers 2 annonces par an, une en septembre, une euh, à la fin de l'hiver, on va dire. Donc, il va y avoir une bataille de dates, je pense, plus importante entre Samsung et Apple autour des annonces de leurs smartphones à partir de cet hiver. Bon, Gilou, on a fait le tour de l'actu de la semaine. Je te propose de nous parler de ton coup de cœur de la semaine. Coup de cœur ou carton d'ailleurs? C'est un coup de cœur Ah, qui est... alors, on nous reproche souvent enfin, de temps en temps, de ne pas... d'avoir des coups de cœur qui sont pas en rapport avec le, l'écosystème Apple. Moi, je comprendrai pourquoi à la fin, c'est une série qui est sur Netflix, qui s'appelle A House of Dynamite, qui cartonne apparemment sur la plateforme et depuis que tu la regardes. Pardon? Depuis que tu la regardes. Non, Depuis que tu la regardes. elle cartonne pas depuis que je la regarde, tout le monde se précipite dessus. Et donc, il s'agit d'un épisode, on espère, de fiction, sur lequel un missile est tiré depuis la côte, depuis le Pacifique, au large de la côte ouest des États-Unis, et on n'a pas vu, les Américains l'ont pas vu partir, et ils savent pas exactement d'où il est tiré, donc par qui. Et ils savent juste qu'il est sur une trajectoire. Ils s'aperçoivent qu'il est sur une trajectoire de collision avec la planète sur leur territoire. C'est pas juste un essai. Et donc petit à petit, le missile se rapproche du territoire américain. Et ça va être une grande ville et pas au milieu de nulle part. Et il faut prendre des décisions. Ils ont 20 minutes pour prendre ces décisions au fur et à mesure. Et le film est divisé en 4 parties, depuis le début où
le, le missile apparaît sur les radars, et puis quelques secondes avant l'impact, le point de vue étant de les militaires d'une part, la sphère politique d'autre part. On va jusqu'au plus près du président, et donc on sait pas, on sait pas ce qui va être décidé jusqu'au dernier moment. Pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai regardé ça avec mon œil habituel de maniaque, et je vois des iPhones partout, des sonneries d'iPhone partout, mais c'est pas le placement produit habituel, dans la mesure où on voit des écrans de Dell dans les bureaux partout, ou du HP, jusqu'au deuxième tableau, où il y a une alerte dans les services du Pentagone, et la fille, la responsable, attrape son iPhone, et on voit l'écran d'accueil, et l'alerte, l'heure à laquelle l'alerte arrive, c'est 9h21. 41 ou 21? 41, pardon, oui. Bah oui, Gilles, enfin. Et oui. Heureusement que je te reprends, hein. Pourtant, j'ai pas lu la série, mais bon. Ok, nous spoil pas trop. Donc, House of Dynamite, c'est sûr. C'est sur Netflix, et c'est vraiment très très bien, mais je me suis dit, le scénariste, c'est pas un fan d'appel, c'est un furieux. Ok. Merci Gilles pour ce coup de cœur. Moi, j'ai 2 coups de cœur, je vais faire très vite. Le premier, c'est une toute petite. Alors, c'est pas une clé USB, c'est un flash drive, quoi. Ça ressemble. En fait, c'est une clé USB, on va dire, mais qui est vraiment tellement petite que vous pouvez la laisser brancher dans le port USB-C, l'un des ports USB-C de votre MacBook Air ou MacBook Pro, et pas l'enlever. Elle fait corps avec le portable. Il y a des capacités de 64 Go à 1 Tera, si je me souviens bien. 1 Tera, je crois qu'on est autour de $120. Alors, je sais pas les prix européens. Mais vraiment, il est assez incroyable, ce petit stockage USB-C. C'est le Extreme Fit USB-C de SanDisk. Et ça marche aussi, évidemment, sur iPhone et iPad. Et je trouve ça assez génial de pouvoir rajouter ce stockage pour un prix raisonnable sur un support qui est pas encombrant, qui va pas vous gêner. Voilà, c'est vraiment intéressant. Alors, évidemment, attendez pas les performances d'un très bon SSD, notamment pour faire du montage vidéo en ProRes 4K, etc. Ça marchera pas. C'est de l'USB 3.2 Gen 1, si je me souviens bien. Donc, on est en 400 mégaoctets seconde. Donc, c'est pas fou, mais voilà, pour faire du stockage de base, c'est largement suffisant. L'autre coup de cœur, c'est pour une nouvelle vraiment qui date d'il y a quelques instants, puisque ce sont des nouveautés dans Apple Podcast, l'application dont on dit beaucoup de mal, vous le savez, parce qu'elle le mérite. Mais quand Apple fait des choses bien, il faut aussi le dire. Donc, il y a 3 nouveautés qui arrivent dans la version 26.2 d'iOS qui me sont très intéressantes. La première, c'est la création de chapitrage automatique avec des timecodes sur lesquels vous pourrez cliquer. Bon, ça, on le fait nous-mêmes manuellement, mais évidemment, si c'est géré nativement par Apple Podcast, c'est vraiment du temps gagné, et ça veut dire que tous les épisodes sont chapitrés. Ça, ce serait vraiment bien. La deuxième, c'est ce que Apple appelle les mentions podcast. Alors, si je comprends bien, ça veut dire que dans un podcast, si vous faites référence à un autre podcast, Apple Podcast se chargera de fabriquer le lien qui vous permettra de cliquer pour aller découvrir l'autre podcast. Ça a l'air de rien, mais ça peut faciliter la découverte d'un podcast à l'autre. Et puis, la troisième nouveauté, si je comprends bien, c'est une mise en avant des liens qui sont dans les notes de l'épisode, qui sont enfouis souvent dans les notes de l'épisode.
Je sais pas comment ça se manifestera. Il faudra essayer avec la bêta. Mais si je comprends bien, le lien sera mis en avant, j'imagine, au moment où on en parle. Et donc, ça s'appelle From This Episode. C'est le nom de cette troisième fonction. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ça bouge du côté d'Apple Podcast. Apple s'endort pas, en tout cas pas sur ces aspects-là. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils nous écoutent. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est la fin de cet épisode 253. Grand merci à tous d'avoir été là, tous et toutes, hein, dans le chat. Merci de votre fidélité, de votre présence lors de ce stream. On vous retrouve mardi prochain, mon cher Gilou. On sera le 11 novembre. Alors, a priori, on sera là. En cas de décalage, on vous tiendra au courant, évidemment, notamment sur X. Passez une très bonne soirée. Gilles, merci d'avoir été avec moi pour cet épisode. Très sympa. C'était avec plaisir. Ouais, pareil. Beaucoup. Portez-vous bien. Bisous à la team, aux absents et à la semaine prochaine pour la suite. Salut à tous. Bye bye.